Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on a l'immense honneur, l'immense plaisir de recevoir Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et grand orateur devant l'Éternel. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes près de 340 inscrits aujourd'hui. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Blaise Agresti. Blaise Agresti, c'est l'ancien patron du peloton de gendarmerie de haute montagne qui assure tous les secours dans la vallée de Chamonix et qui nous a parlé de guider en premier de cordée, leçon de leadership quand on est face à la crise, quand on est au milieu de l'incertitude, au milieu de la tempête. Vous pouvez retrouver cette brillante masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, nous sommes, les masterclass sont rendus possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de sales enablement pour engager, former et motiver vos commerciaux. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et dans 9 langues. La page de publicité étant refermée, Bertrand, on est ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que, Amaury, tu peux nous dresser le portrait de Bertrand Perrier? Bien sûr, avec plaisir. Bertrand Perrier, vous êtes un avocat et enseignant universitaire, impliqué dans la chose publique et également spécialiste de l'art oratoire. Vous commencez vos études à Sciences Po, que vous avez poursuivies par un diplôme de droit privé général à l'université Panthéon-Assas, des études donc brillantes que vous avez complétées par un master HEC en 1997. Vous prêtez serment en 1999 au barreau de Paris donc, et rapidement vos talents d'orateur sont récompensés puisque vous êtes élu 4e secrétaire de la conférence des avocats du barreau de Paris, un concours d'éloquence réputé dans le milieu. Depuis 2010, vous partagez votre passion de l'art oratoire comme formateur du projet Eloquentia en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'en enseignant l'art oratoire à Sciences Po et à HEC. Vous avez également participé au film à voix haute La force de la parole, qui retrace l'aventure Eloquentia, et vous avez fait partie du jury de l'émission Le Grand Oral. Vous êtes aujourd'hui avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et également auteur de 3 ouvrages de référence, dont La parole est un sport de combat. Bertrand Perrier, c'est donc un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est tragique, Amaury, tout est vrai. Moi, je m'attendais à un portrait mensonger, diffamatoire, que j'aurais pu attaquer immédiatement, mais je suis très déçu. Tout est vrai. C'est d'une tristesse comme la vérité est triste. Alors que le mensonge est pluriel et donc amusant, la vérité est unique et donc triste. J'en tiendrai compte pour les prochaines fois. Ouais. Toi, tu es triste, Bertrand. Moi, je suis très intimidé d'interviewer un talent comme toi. Alors, tu racontes dans ton ouvrage que tu as commencé enfant à caresser les mots, comme tu dis, j'ai beaucoup aimé l'expression, caresser les mots d'un dictionnaire que l'on t'avait offert. Est-ce que c'est le début d'un grand amour avec la langue? Alors en réalité, c'est vrai que dans une optique moitié académique, moitié électorale, le maire de notre commune offrait aux élèves en fin de CM2 un dictionnaire, mais dédicacé bien sûr, pour qu'on n'oublie pas le nom, pour que nos parents puissent voter pour lui. Mais en réalité, le mot caresser, c'est pas moi qui l'emploie, c'est dans le film à voix haute, mais je peux pas me l'approprier parce qu'il n'est pas à moi et j'adore celui qui l'emploie. C'est le père d'Eddie Monio, Jean-Pierre Monio, et Eddie est celui qui va remporter le concours à la fin du film, et il a un dialogue avec son père sur les mots, et il demande à son père comment il en est venu à aimer à ce point les mots et à les connaître aussi bien, et son père lui dit qu'en réalité il fait des mots croisés et que c'est l'occasion de trouver et de chercher les définitions d'un mot, et il lui explique que quand il cherche un mot dans le dictionnaire, eh bien son regard se pose sur d'autres mots, d'où l'expression « j'en caresse d'autres ». Et j'aime effectivement beaucoup ce mot « caresser » qui dit un rapport charnel et affectueux avec les mots. Alors, ça dit aussi, pardon Roland, mais ça dit aussi le vagabondage en réalité. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il va chercher quelque chose et il trouve autre chose. Une sorte de sérendipité de la langue. C'est-à-dire que je cherche un mot et par furetage et par hasard, je vais en trouver d'autres que j'ignorais et dont j'ignorais même que j'allais les connaître.
Alors, je rebondis sur ces mots qui arrivent par hasard, par une anecdote que tu racontes au sujet d'une joute oratoire que tu as menée lors d'une soirée avec un avocat genevois qui s'appelle Marc Bonan, dans lequel tu lis un texte absolument brillant qui fait rire tout le monde, et puis lui te donne la réplique. Et voilà quelques phrases de sa réplique. La parole est fugace et éphémère, vous avez tort d'écrire. Naturellement, l'improvisation obéit à d'autres règles. Votre texte est bon, mais je suis d'avis qu'un orateur comme vous l'êtes assurément devrait se dispenser de ce support d'infirme. Mes pépites sont pour le vent et mes trouvailles pour quelques mémoires qui me tiendront lieu d'archives. Ainsi, n'écrivez jamais. Un bon discours, il ne faut pas le préparer, il faut que ce soit improvisé. Alors attention, la forme et la préparation sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on improvise sur le moment qu'on n'a pas préparé en amont. L'improvisation n'est pas une génération spontanée de paroles. Churchill dit que ses meilleures improvisations sont celles qu'il a le mieux préparées. Donc bien sûr que je suis infiniment favorable à l'improvisation du moment, mais la contrepartie de l'improvisation du moment, c'est la préparation en amont. Finalement, rien n'est plus facile que de lire un texte que l'on n'a d'ailleurs pas forcément préparé soi-même. En réalité, ce qui est vraiment complexe, c'est de s'être suffisamment pénétré d'un sujet en amont pour pouvoir, sur le moment, donner une forme libre à son propos. Mais je ne suis favorable à l'improvisation que si elle est précédée d'une préparation très sérieuse. Donc le travail, le travail, le travail. Nous en avons tous fait l'expérience de ces gens qui lisent des textes, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, ça devrait être puni par les conventions de Genève. Quelqu'un qui lit un texte, il n'a qu'à donner son papier à ceux qui l'écoutent. Tout le monde gagnera du temps. La parole est là pour être une rencontre de l'instant, pour être faite de surprises, pour être faite de surprises d'ailleurs pour celui qui parle en premier, pour être faite d'interaction, tout ce que le papier ne permet pas. J'ose à peine lire mes notes pour te poser la prochaine question. Mais puisque tu as préparé, tu n'as pas besoin. On a tous des tics de langage. Est-ce qu'il faut chercher à tous les éliminer? Est-ce que toi, tu as encore, avec toute ton expérience et ton brio, est-ce que tu as encore des tics de langage? Est-ce qu'il faut supprimer ces tics de langage? Alors d'abord, à l'impossible, nul n'est tenu. On a tous des tics de langage. J'en ai, je lutte. Le problème des tics de langage, c'est qu'ils sont variables. Je pense avoir eu la peau de effectivement. Là, j'ai beaucoup évidemment qui, vous allez vous en apercevoir d'ailleurs, revient. Et il y a le fameux du coup, bien sûr, qui est le crime absolu. Mais il y en a évidemment, comme je viens de le dire, beaucoup d'autres. Le seul mode de lutte contre ces tics de langage, malheureusement, c'est de s'enregistrer, de s'écouter. Quand on les dit, on ne s'en aperçoit pas, sinon on ne les dirait pas. Après, bien sûr que ce sont des béquilles qui nous évitent les silences, qui sont parfois vécus comme un échec pour l'orateur. Et voilà, c'est compliqué, en effet, de s'en défaire totalement. Du coup, son problème, c'est que c'est purement une béquille, c'est-à-dire que du coup peut exister dans une parole s'il dit une cheville causale. Il pleut, du coup j'ai pris un parapluie, il n'y a pas de difficulté. Mais le du coup tu vas bien, là pour le coup, il n'y a pas de lien causal. Donc c'est là-dedans qu'il faut lutter. Mais c'est une bataille de chaque instant. Mes enfants, c'est plutôt genre, je suis allé au ciné aujourd'hui, genre, voilà. Donc il faut que je les enregistre et que je leur fasse écouter leur discussion au dîner. Mais c'est aussi une forme d'exigence, c'est de se dire, allez, je sais que j'ai ce travers possible, je vois le mot venir, un peu comme vous savez sur les routes, on voit le radar à l'avance et on peut ralentir. C'est un peu pareil avec le tic de langage. Alors, tu écris à avoir été finalement assez timide quand tu étais jeune. Est-ce que ça a été un travail? Comment tu as changé? Quel conseil tu peux donner à des personnes qui se sentent mal à l'aise en public? Et on en a parmi même des grands directeurs commerciaux, certains qui ont encore le trac quand ils doivent s'exprimer en public, même après des années de pratique. Bon, d'abord, avoir le trac me paraît plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est la façon que l'on a d'exprimer l'exigence que l'on a sur soi. Et moi, je trouve que les gens qui n'ont pas le trac sont plutôt inquiétants parce que soit ils n'en ont rien à faire de leurs paroles, soit ils ont une confiance en eux qui est souvent excessive. Et donc, le trac me paraît plutôt être un bon symptôme.
Pour ce qui me concerne, j'ai 50 ans et dans ma génération, on n'a pas du tout été éduqué à la prise de parole. J'ai commencé à avoir des cours de prise de parole en public à l'école d'avocat. J'avais plus de 20 ans, même presque 30. Et donc, on n'avait aucune éducation à l'oralité. Souvenez-vous, enfin, pour ceux qui sont de cette génération des années 70, on passait le bac à l'oral quand on était au rattrapage. Donc, c'est dire que l'oral était considéré vraiment comme un parent pauvre de l'éducation. Et moi, je n'ai eu aucune éducation à l'oralité, si ce n'est l'exposé poussif et la pièce de théâtre désolante. Mais indépendamment de ça, l'idée que si on n'y arrive pas, c'est terrible, si on bute sur un mot, c'est catastrophique. Et donc, beaucoup de choses auto-censurantes et inhibantes. C'est-à-dire une angoisse de performance à l'égard de l'oral qu'on n'avait pas trop à l'égard de l'écrit. On rendait une copie, mais à l'égard de l'oral, je trouve qu'on a une vision des choses qui est très angoissante, très anxiogène, et on vous dit que ceux qui vous jugent sont nécessairement malveillants et que finalement, si vous ratez votre prise de parole, vous ratez votre vie, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Mais voilà, il y a, je trouve, dans notre pays, moins maintenant, mais vraiment beaucoup à l'époque, cette attitude à l'égard de l'oral que je trouve déplorable. Après, dans mon parcours, pour dire comment j'ai débloqué les choses, c'est assez simple, c'était vraiment un pur acte de volonté, c'est-à-dire que j'exerçais le métier d'avocat, nous étions extrêmement nombreux et nous le sommes encore plus, et il y avait parmi les événements qui pouvaient permettre de, entre guillemets, sortir du lot, un concours d'éloquence. Et donc, j'ai passé ce concours d'éloquence, Amaury l'a rappelé tout à l'heure, et ça m'a permis de m'intéresser pour la première fois à la question de la prise de parole en public, qui ne m'intéressait pas spécialement, et ensuite de l'enseigner. Mais il y avait d'abord à l'origine un acte de volonté, une sorte de défi sur soi. Je ne l'ai pas passé pour l'avoir. J'avais évidemment l'espoir de réussir, comme quand on passe un concours, mais j'avais surtout l'espoir d'un défi personnel et de relever la possibilité d'une amélioration dans la prise de parole pour l'audience, parce que indépendamment du concours, ce qui était important pour moi, c'était la parole d'audience, qui faisait partie de mon métier. Et donc, pour ceux qui veulent progresser, il n'y a pas une 36 solutions. Pour moi, il y en a 3. La première, c'est la lecture, parce que c'est quand même dans la lecture que l'on trouve la source de la parole, la confrontation avec les idées des autres, avec les mots des autres, avec les univers des autres. Après, il y a l'écoute. Et évidemment, sur Internet, on peut écouter des orateurs de toute nature, d'ailleurs, des humoristes, des slameurs, des orateurs politiques, enfin, on peut écouter des éditorialistes, on peut aussi écouter toute forme de parole, des orateurs de tribune, des débatteurs. Et donc, écouter les autres, non pas pour copier, mais pour trouver soi-même son propre style, et puis après, le faire. De toute façon, la parole baisse en pression lorsqu'elle est quotidienne. Plus vous le faites, et moins vous avez peur. Alors, rien n'est jamais acquis et on peut toujours échouer alors même que on a l'habitude de prendre la parole. Chaque audience, pour moi, est un renouvellement total de la parole. Mais pour autant, le fait de le faire donne des réflexes qui permettent de s'en sortir mieux si on est en difficulté. Donc, l'idée, c'est quand même de le faire. Alors, le faire parfois en situation fictive et puis, in fine, le faire en situation réelle. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques-uns des exercices qui sont utiles pour positionner, pour développer sa voix, surtout pour quelqu'un qui n'a peut-être pas une voix qui porte aussi bien que la tienne? J'imagine que c'est le fruit également d'un travail. Est-ce que tu peux partager quelques-uns de tes trucs et astuces ou exercices pour améliorer sa voix? Alors en réalité non, non parce que je ne suis pas un professionnel de la voix, je ne connais rien à la voix, raison pour laquelle dans La parole est un sport de combat, j'ai confié le chapitre sur la voix à un ami coach vocal parce que précisément je n'ai aucune compétence en matière vocale. Je sais que tout ça est très très compliqué et mon ami Pierre Deric, qui est donc l'auteur de ce chapitre, consacre toute son expertise à cette question. Mais pour ce qui me concerne, je veux juste dire une chose, c'est que il n'y a pas de voix qui soit a priori et nécessairement incompatible avec la prise de parole en public. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas une voix qui porte ou j'ai une voix fluette. » Ça n'est pas rédhibitoire pour prendre la parole en public. Ce qui me paraît, en revanche, rédhibitoire et qui, pour le coup, peut être travaillé, c'est la variation. C'est-à-dire imaginer des variations de débit, des variations d'intensité
et qui évite la monotonie dans la parole. Je suis toujours frappé par cela. Les gens qui ont une parole en courant continu et qui sont sur la même note et le même rythme pendant toute leur intervention. Ça, vraiment, ça n'est pas possible, encore moins à l'heure du distanciel, où on doit être encore plus vigilant à capter l'attention et à maintenir l'attention. Et ce maintien d'attention ne peut se faire que par des variations de débit et d'intensité. Pour ma part, alors je ne le fais plus vraiment, mais quand je conseille des gens, je passe par un système de code couleur. Nous avons la chance d'avoir des stabilos. Et les stabilos, c'est formidable parce que on peut avoir un code couleur par émotion dans la parole. Donc, vous allez avoir, si je raconte une histoire, c'est en bleu. Si je m'emporte, c'est en rouge. Si j'explique, c'est en vert. Et donc, les codes couleurs permettent visuellement de marquer la nécessité d'une rupture. Très concret. Dans ton ouvrage, tu fais la différence entre la discussion privée, qui est le royaume de l'écoute, de l'échange, de la confiance, de la bonne foi, et puis le discours public qui a pour objectif de convaincre. Où est-ce que se situe une négociation commerciale dans ce spectre? Ah bah, au milieu, parce que la grande différence entre le discours public et le discours privé, c'est que dans le discours privé, on va accepter de changer d'avis, alors que dans le discours public, on est là pour faire changer d'avis les autres. Le discours public s'adresse à tous ceux qui me regardent, le discours privé s'adresse à la personne que j'ai face à moi. Et donc, dans la négociation commerciale, vous êtes exactement entre les deux, puisque vous devez convaincre, mais vous devez aussi, parce que vous êtes dans une négociation, accepter de changer d'avis. Donc, en réalité, comme vous le savez mieux que moi, la différence se situe dans la limite que vous mettez aux concessions que vous êtes prêt à faire. Et donc, vous êtes à la limite, en effet, entre le discours public qui est le socle sur lequel vous ne céderez pas et qui est donc hors transaction, et puis ce que vous revendiquez initialement, mais à quoi vous êtes prêt à renoncer, qui relève pour le coup du débat interactif, où vous pouvez admettre de vaciller. Tu parles beaucoup de structure du discours, hein, tu dis toute l'importance de la structure du discours et qu'on est les héritiers des Grecs et des Latins. Est-ce que la structure du discours, elle a évolué aujourd'hui et est-ce que tu as des recommandations sur comment Ah oui, structurer? alors ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Souvent, dans l'enseignement de la prise de parole, on accorde beaucoup d'importance à la question du langage du corps, à la posture, au regard, au geste. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les questions de structure et de plus en plus dans le discours, c'est-à-dire avoir quelque chose de très organisé. Alors, bien sûr qu'il y a des vieilles structures qui marchent toujours, et je vais pas vous les expliquer maintenant, elles sont dans les livres, elles existent depuis Cicéron, le discours en 5 temps, l'exode, la narration, l'exposition, la réfutation, la péroraison, vous trouverez ça absolument partout, mais en fait, il y a plein de structures alternatives. Je dirais pas qu'à chaque type de discours correspond une structure, mais c'est pas complètement faux non plus. Vous avez des discours qui vont être de nature chronologique, hein, hier, aujourd'hui, demain. Vous allez avoir des discours plutôt avec des structures thématiques. J'ai un argument économique, j'ai un argument sociétal, j'ai un argument écologique. Donc vous allez faire se suivre et se succéder des arguments de différentes natures. Vous allez avoir des plans. Moi, souvent, il y a quand on parle de l'actualité, il y a le plan un peu classique de la note d'action publique qui est raconté, analysé, argumenté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Je raconte. Qu'est-ce qu'on en tire? Donc, comment je l'analyse et que faire maintenant, c'est-à-dire argumenter pour essayer de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Donc voilà, vous avez plein de structures, mais je crois que c'est vraiment très nécessaire. Vous savez, c'est comme si vous allez de Paris à Marseille et que vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de carte routière, vous risquez de passer par Strasbourg. Eh bien, c'est très important de savoir où on s'arrête. Alors après, on peut prendre une petite déviation si on a une bonne auberge, mais au fond, il faut quand même qu'on ait un plan du point de départ au point d'arrivée, sinon on va se perdre.
Un journaliste, je me souviens, avait fait l'analyse des discours des hommes politiques quand ils arrivaient dans une ville pour adresser l'audience. Ils commençaient systématiquement leur discours en disant Agen est la plus belle ville du monde ou Toulouse est la plus belle ville du monde. Il y avait une structure Oui, systématique de mais par je voyais exemple, ça sur la- Jean-Pierre Raffarin raconte que Edgar Faure lui avait confié avoir fait toute sa carrière avec trois mots, succès, progrès, espoir. Et donc, elle est rêvée à une inauguration. Ça pouvait être une crèche, une commissariat, une caserne de pompiers. Il disait, cette nouvelle crèche, c'est un succès parce que tous les personnes ont pu se mettre ensemble pour construire en un temps record. C'est un succès. C'est un progrès, évidemment, parce que avant, on pétait ses enfants dans des crèches moins aux normes, etc. Donc, c'est un progrès. Et puis, c'est un espoir. C'est l'espoir que la ville retrouve sa natalité et une population plus jeune. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec toutes sortes de bâtiments inaugurés. Et donc, Edgar Faure dit, moi, j'ai fait ma carrière avec un succès, un progrès, un espoir. C'est bon, on a notre carrière toute tracée maintenant en tant que pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent. On sait comment faire les discours. C'est Euh, formidable, hein. Ce produit, c'est un succès, c'est le produit de la recherche technologique, c'est évidemment un progrès parce qu'auparavant, il y avait des choses moins performantes. Et puis, c'est un espoir, c'est l'espoir que par l'utilisation que vous ferez de ce produit, vous aurez plus de performance dans votre entreprise. Donc voilà, vous l'avez, le succès, le progrès, l'espoir. alors, on apprend, page 140, que pitcher, ça veut dire bonimenter. Alors, bonimenter, il y a un côté très négatif. Comment est-ce qu'on peut pitcher, comment on peut structurer un pitch pour attirer la confiance, la sympathie de son auditoire? Moi, je crois que bon, vous connaissez l'étymologie de pitch, hein, c'est pitch elevator, c'est-à-dire présenter un projet le temps d'un trajet en ascenseur. Et donc, l'accroche me paraît nécessairement, c'est un truisme que de le dire, passer par la narration. Moi, je crois que seule une histoire incarnée permet d'attirer l'attention. Vous pouvez avoir 1000 chiffres, vous pouvez avoir 1000 business plans. Tant que vous n'aurez pas raconté une histoire qui incarne le produit, vous n'y arriverez pas. C'est la seule chose que l'on retient d'un discours, c'est l'histoire qu'on vous a racontée. C'est ce qui fait aussi la singularité. Les chiffres, ils sont tous les mêmes. Les business plans, ils sont tous les mêmes. Les EBITDA sont tous les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est l'histoire que vous avez racontée, qui peut être l'histoire de l'utilisation du produit, de la naissance du produit. Et donc, je crois, somme toute, que c'est l'image, c'est le slogan et c'est l'histoire qui va avec. Est-ce qu'il y a quelques techniques d'argumentation que tu peux nous décrire et nous illustrer pour voilà, qu'on reparte et que lundi ou mardi, on se dit, tiens, je vais tester ces techniques d'argumentation. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Bah, dans les arguments, il y en a évidemment beaucoup. Il y a l'argument d'autorité, hein, qui est le plus souvent employé. C'est telle autorité scientifique, etc., dit que le produit est le meilleur, etc. Vous avez plusieurs catégories. Vous avez grosso modo des arguments rationnels et des arguments irrationnels. C'est-à-dire que vous avez les arguments rationnels qui sont des arguments de comparaison objective d'un produit avec d'autres, d'une durabilité avec d'autres. Et puis, vous avez les arguments irrationnels qui relèvent plus de l'ordre des valeurs. Donc, vous allez avoir des produits qui racontent une histoire d'engagement social, sociétal. Aujourd'hui, on sait très bien que un produit renvoie aussi à un système de valeurs. Il n'est pas qu'une efficacité intrinsèque. Il s'inscrit dans une perspective et vous voyez que les jeunes gens maintenant achètent des produits parce que ils ont une qualité environnementale, parce que ils ont une éthique derrière. Et donc je crois que en fait c'est vraiment ça, c'est le balancement entre la valeur du produit intrinsèquement et ce qu'il dit de l'état du monde. Et puis, en réalité, il faut finalement, quand on prend la parole, se poser deux questions avant de prendre la parole. La première est quelle est l'image que je veux donner de moi? Est-ce que l'image que je veux donner moi ou du produit que je vends, est-ce que je veux donner l'image de technicité, de modernité? Enfin, qu'est-ce qui fait la valeur produit? Qu'est-ce qui fait le différentiel produit? Et deuxièmement, deuxième question, qui ai-je en face de moi?
Et je ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui est jeune, qui est vieux, qui achète déjà le produit ou qui ne l'achète pas encore. Et donc, entre ces deux questions oscille le message que je vais véhiculer. Donc, c'est une fois que j'ai posé ces deux questions et que j'ai répondu à ces deux questions, je peux prendre la parole. La semaine dernière, on recevait Blaise Agresti, qui a dirigé donc le peloton de gendarmerie de haute montagne à Chamonix. Je connais Et puis, bien. on a beaucoup parlé de crise. On a beaucoup parlé de crise. Quels sont tes conseils de communication de crise? Comment réagir? Comment argumenter? Comment construire sa parole en situation de crise? Il y a plusieurs choses dans la parole de crise que nous, les avocats, on connaît bien, inévitablement, parce qu'on n'intervient que dans des situations de crise par hypothèse. Et je dirais, il y a deux choses. Il y a le moment et le contenu. Il y a quand je communique et sur quoi je communique. Quand je communique, ben, j'ai pas toujours besoin de communiquer d'abord. Est-ce que j'ai besoin de parler? Et il y a toujours une frénésie à l'idée de vouloir absolument dire quelque chose. Mais est-ce que c'est si important? Donc d'abord, le choix, c'est communiquer ou ne pas communiquer. C'est une première question. Il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il faut se la poser. Et il est absolument essentiel de se demander si on a besoin ou pas de dire quelque chose. Après, sur le contenu, il y a, me semble-t-il, deux choses. C'est ne dire que ce que l'on sait et ne pas mentir. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout, mais ça veut dire que si on est pris en flagrant de mensonge, en flagrant délit de mensonge, vous avez ce qu'on appelle l'empoisonnement du puits. C'est-à-dire qu'avec une goutte de poison, tout le puits est empoisonné. C'est pareil avec la communication. Si vous mentez sur une chose, toute votre parole est suspecte. Donc, on n'est pas obligé de tout dire, mais ce que l'on dit doit être vrai. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je fais? Si c'est communiquer uniquement pour faire un constat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La communication a aussi pour objectif de dire ce que j'ai fait. Évidemment, s'il y a des victimes, de la compassion, ça c'est évident, mais aussi ce que je vais faire. Donc souvent, on dit ben voilà, on va faire un recours, on va faire un pourvoi en cassation, on va engager une négociation. Donc la communication de crise n'est pas simplement une communication de constat, elle est aussi une communication d'action. Donc voilà, les deux choses, c'est est-ce qu'il est vraiment important de communiquer ou pas? La communication n'est pas toujours nécessaire. Et si on estime qu'elle est nécessaire, elle doit être autour de la vérité et de l'action. On arrive à la fin de cet entretien, Bertrand. On a deux questions traditionnelles à nos invités. La première, c'est une anecdote, ta plus belle anecdote, expérience de management. Alors, je n'ai aucune anecdote de management parce que je n'aime pas ça. J'exerce une profession libérale. Je sais très bien pourquoi j'exerce une profession libérale. C'est parce que je n'aime pas commander et je suis nul pour ça. Je n'aime pas être commandé non plus. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les structures, je n'aime pas les hiérarchies. Je n'ai moi-même d'ailleurs aucune hiérarchie avec mes collaborateurs. Je n'aime pas ça, je n'aime pas commander, je ne sais pas le faire. C'est pas mon truc. Moi, j'exerce une profession individuelle, artisanale, et j'aime ça. Donc, en management, je suis nul. Mais je vais vous dire à quel point, pour vous raconter une anecdote, à quel point on n'aime pas ça. Mon patron, puisqu'on a un patron, les avocats, on est très attachés à cette relation interpersonnelle. Moi, j'ai un patron qui m'a appris le métier et c'est très important. Tous les avocats savent qui est leur patron. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas 36, il y a une personne qui est leur patron. Et vous pouvez demander à n'importe quel avocat, ils sont pas dans une structure, ils sont pas solubles dans un ensemble où il y aurait un invertébré gazeux qui s'appellerait le collectif. Non, on a un patron. Et mon patron, qui n'exerce plus maintenant, hein, qui est retraité depuis belle lurette, le jour où il a voulu s'associer, parce que il considérait qu'il était temps qu'il ne travaille plus seul, il avait deux collaborateurs entre lesquels il devait choisir lequel allait devenir son associé. Et pour vous dire à quel point on a une réflexion managériale forte, eh bien, il a choisi en faisant un thème astral. Et donc, c'est au thème astral que quelqu'un est devenu avocat à la Cour de cassation et que quelqu'un ne l'est pas devenu. Mais il était sous une bonne étoile, celui qui l'est donné. Une citation qui t'inspire particulièrement? Oui, bah peut-être finalement après l'anecdote que vous avez citée de Marc Bonan.
où il m'a défoncé donc dans cette soirée parce que je n'improvisais pas et que je lisais mon texte. C'est une soirée qui a été fondatrice pour moi et je ne le connaissais pas au moment où nous avons eu cet échange, douloureux pour moi, mais révélateur et salvateur in fine parce que je considérais à l'époque que la parole était de la lecture à voix haute, ce que ça n'est pas du tout, mais ce que certains pensent encore, ce qui est tragique, et dans l'idée que l'éloquence serait une lecture à voix haute, ce qui est vraiment une erreur grave. Et ayant reçu cet enseignement douloureux et public, puisqu'il m'a quand même humilié publiquement, mais aujourd'hui c'est un ami, et pour le coup, je vais le voir demain d'ailleurs, et c'est mon maître, et c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, amicalement, oratoirement, affectivement, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui joue vraiment le rôle de mentor et qui veille sur moi. Et donc je vais à Genève demain pour le voir. Et nous sommes jury d'ailleurs du concours d'éloquence du barreau de Genève ensemble demain. Et donc, quand il y a eu cette séance, je lui ai écrit. Et je lui ai écrit une lettre de groupie en disant, ben voilà, j'aime beaucoup ce que je vous faites. Enfin, vraiment, le truc le plus désolant. Et il m'a répondu quelque chose qui m'accompagne un peu et que j'essaye après de répercuter sur ceux avec qui je travaille. Il m'a écrit la chose suivante, je me souviens encore de cette lettre. Je n'ai que de la facilité, c'est vous qui avez du talent. Je n'ai jamais été ce que vous êtes et vous serez ce que je suis. Je n'ai que de la facilité, vous avez du talent. Devenez ce que vous êtes. Bravo, un grand merci Bertrand pour ce partage, pour ce témoignage. Quelques idées bonus pour aller plus loin pour nos auditeurs. Bien sûr, le film À voix haute, La force de la parole, réalisé en 2017, où tu joues le rôle du coach, du coach dans le film. Ah, si tu permets, en réalité, je ne joue pas de rôle. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, la beauté du film, c'est que c'est véritablement un documentaire. C'est-à-dire que personne ne joue le rôle de personne. On est tous dans notre personnage, puisque en réalité, c'est un enseignement que nous faisions avant, que nous faisons toujours, et simplement, à cette occasion, une promotion a été filmée, mais elle n'est ni meilleure ni moins bonne que les autres promotions qui n'ont pas été filmées. Et en réalité, la seule différence, c'est qu'il y a eu des caméras dans la salle de classe, mais personne pour autant n'a été perturbé par ces caméras qui étaient d'ailleurs très discrètes et portées par des gens très jeunes qui s'intégraient au groupe d'élèves. Donc, ça n'est pas un rôle. Personne ne joue un rôle. Tout le monde joue son rôle. Et c'est ce qui fait que c'est un très beau film, je crois, parce que c'est la vie du groupe dans sa réalité. Dans sa réalité. Pour poursuivre, s'inspirer des grands discours du XXe siècle, aux éditions Champ Classique, où on retrouve voilà, toutes les grands moments de l'histoire. Le film Le Brio, avec Daniel Auteuil. Alors, qui pour le coup, est un film. Qui lui Voilà. est un film, absolument. C'est finalement la grande différence, que les films sont sortis à peu de temps d'intervalle. Ils ont été mis évidemment en regard l'un de l'autre. Les deux ne sont pas sans lien d'inspiration, mais Le Brio est un film avec tout ce que ça peut avoir à la fois de plus scénarisé, évidemment, que le documentaire à voix haute, parce que dans Le Brio, il y a plus de moyens, il y a plus d'histoire, etc. Mais aussi ce que ça peut avoir de plus caricatural dans les personnages. Et l'ouvrage qui sert d'ailleurs de support pour Daniel Auteuil dans Le Brio, le grand classique, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Voilà, si vous avez des questions, alors pour ceux qui doivent nous quitter, on retrouve la semaine prochaine Nicolas Caron qui nous parlera de son dernier ouvrage Lève-toi et négocie. Et si vous avez encore quelques minutes, restez avec nous et avec Bertrand. Et Bertrand, si tu as encore quelques minutes à nous accorder, on sera ravis de prendre vos questions. Vous pouvez les poser directement dans l'interface de webinaire, dans le chat, et Amaury va nous les lire. Amaury, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs déjà? Oui, je démarre. Quelle est la véritable importance du non-verbal dans le discours et quels sont les éléments importants du non-verbal? Oui, alors là encore, c'est la question classique parce que c'est souvent la porte d'entrée dans la prise de parole en public. La question du non-verbal.
Alors, vous avez évidemment la pyramide de Bérabian, je ne vais pas vous la faire, où on vous dit que le non-verbal compte pour 55% dans la prise de parole, etc. Alors, je vais être un peu abrupt. Pour moi, le non-verbal n'a aucune importance. Oui, alors on peut vous enseigner le geste, le regard, la posture, c'est du blabla. Ayez quelque chose à dire et structurez-le. Il y a des gens, ils ont un non-verbal déplorable. Pour autant, ils ont quelque chose à dire, ils sont fascinants, ils racontent une vraie histoire, et donc on les écoute. Donc, alors c'est un peu brutal, hein, et si j'avais le temps, je nuancerais la chose. Mais il y a des gens qui regardent n'importe où, qui mettent leurs mains n'importe comment, mais ils ont une telle force dans leurs propos que ça a un impact. Donc, je crois que le non-verbal est le petit bout de la lorgnette de la prise de parole en public. Cherchez d'abord ce que vous avez à dire, et ensuite mettez vos mains comme ça, vous chantez, on s'en fout complètement. Quand on rentre en négociation, est-il mieux de maintenir son discours tel qu'il nous représente, donc tel qu'il a été préparé, ou de rentrer en opposition avec son interlocuteur? Je ne suis pas du tout un professionnel de la négociation. Moi, je fais du contentieux, donc je suis professionnel de l'affrontement. Mais de ce que je crois comprendre, il faut arriver en négociation avec deux échelons. C'est-à-dire ce sur quoi je ne suis pas en situation de concéder et ce que je peux concéder. Si vous n'avez pas cela, je pense que vous allez avoir du mal à être dans une position de négociation. Mais je crois que c'est un peu avec cela qu'on doit entrer en négociation. C'est la différence entre ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Avez-vous des conseils pour raconter une histoire captivante? Oui, alors il y a une technique classique qui est celle de l'éléphant rose. L'éléphant rose, c'est que pour que l'histoire soit captivante, il faut toujours qu'elle soit un peu exagérée. Et si vous parlez d'un éléphant et qu'il est gris, bah, c'est un éléphant. Si vous parlez d'un éléphant rose, ça devient intéressant. Donc, en réalité, dans une histoire, il faut toujours forcer un peu le trait. Je vous ai raconté l'histoire de ma joute avec Marc Bonan et je vous ai expliqué qu'il y avait du sang sur les murs. C'est pas vrai. Il n'y avait pas de sang sur les murs, mais ça vous a amusé parce que vous êtes dit, tiens, le mec s'est fait objectivement défoncer et exterminer façon puzzle. C'est pas vrai, mais vous l'avez écouté parce que c'était un peu exagéré. Donc voilà, la bonne histoire, c'est celle dans laquelle on force un peu le trait. Avez-vous un exemple de situation difficile qui vous revient à nous partager? Ben, on en a plein, nous, les avocats, de situations difficiles. C'est un métier où, quand vous soutenez que votre client est innocent et que à la fin on lui donne la parole et qu'il dit je suis désolé, je recommencerai pas, bah, vous passez rétrospectivement pour un con, hein. Et c'est pas grave. Comment vous assurez-vous d'être dans le moment, y compris pour plus de sincérité ou d'impact, malgré le risque d'en faire un exercice de style ou la répétition des prises de parole? C'est tout. Ok. Alors, je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question, mais en réalité, pour être dans le ton, je vais vous dire comment je fais. J'ai une technique qui est une technique de démarrage. Le démarrage de mon propos. Alors, vous avez plusieurs techniques de démarrage. Vous pouvez commencer par une histoire, vous pouvez commencer par une blague, vous commencez par je suis ravi d'être là, vous commencez par c'est un honneur pour moi de parler à un public aussi qualifié que vous. Tout ça est possible. En réalité, pour être dans le ton, la bonne technique, c'est le rebond, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qui a été dit avant. Alors, ça suppose une petite agilité consistant à ne pas avoir préparé, mais être en situation d'avoir écouté ce qui s'est dit pour pouvoir rebondir dessus. Mais ça garantit au moins qu'il y a une continuité dans l'événement, que vous-même, vous avez été à l'écoute de ce qui s'est dit auparavant et que vous n'êtes pas en rupture totale et que vous n'imposez pas un propos préparé avant et que vous pourriez dire quelles que soient les circonstances. Donc, moi, je vous conseille d'être à l'écoute de ce que s'est dit avant et de trouver un rebond par rapport à l'orateur précédent. Comment se rattraper après un blanc ou une erreur pour ne pas être déstabilisé? Mais le dire, encore une fois, personne n'est infaillible. Et si vous avez employé un mot à la place d'un autre, bah, dites, écoutez, pardon, moi par exemple, ça m'est arrivé
une fois à l'audience de la Cour de cassation, il était question de vidéosurveillance et je parlais de visioconférence. Et je m'en suis aperçu et je pense que ça faisait 5 minutes que je confondais les deux mots. Et je dis, écoutez, je suis vraiment désolé, je m'aperçois que ça fait 5 minutes que je vous parle de visioconférence, évidemment perverti par l'usage covidesque qui en est fait, alors qu'en réalité, le débat qui nous occupe est sur la vidéosurveillance, bien évidemment. Et donc, je vous demande simplement, je ne vais pas refaire en remplaçant les mots, mais de remplacer vous-même tout ce que je vous ai dit, qui était sur la vidéosurveillance et évidemment pas sur la visioconférence. Donc, ça sert à rien de faire comme si ça marchait. De la même façon, si vous vous plantez complètement, ça ne sert à rien de faire comme si ça allait. Vous n'êtes pas un surhomme et donc vous avez tout à fait le droit de dire, écoutez, très honnêtement, là, je me suis emmêlé complètement les pinceaux, donc je vais recommencer et ce sera mieux pour tout le monde. Comment capter l'attention de quelqu'un qui n'écoute pas? Alors, je vais vous raconter une anecdote là-dessus, qui est une anecdote judiciaire dont je ne suis pas l'auteur, mais que l'on m'a racontée. C'est l'histoire donc d'un avocat qui plaide et il plaide devant 3 juges et successivement les 3 juges s'endorment. Et donc il se trouve à parler devant 3 juges assoupis et du coup il s'arrête lui-même de parler. Donc le ronronnement sonore s'interrompt et l'un des juges qui n'a plus ce doux ronronnement pour accompagner son sommeil se réveille. Et l'avocat a cette phrase merveilleuse, il lui dit excusez-moi, monsieur le président, à force d'être le seul à m'écouter plaider, j'ai fini par m'endormir moi-même. Extraordinaire, extraordinaire. Bertrand, un immense merci de nous avoir Merci à accompagnés vous. pendant cette demi-heure, une masterclass brillantissime. On a appris beaucoup de choses, y compris sur l'empoisonnement du puits et les éléphants roses. Très bonne journée, bon séjour à Genève pour rencontrer celui qui t'a explosé façon puzzle lors de ce débat contradictoire. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver Nicolas Caron. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.